Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day. Je suis avec Bakang et aujourd'hui on a quelqu'un de spécial avec nous qu'on avait envie d'avoir depuis je crois maintenant 1 an. Il s'appelle Yacine Saidi. Tu as bossé pour les plus grandes marques de sportswear. Je les nommerai très rapidement: Salomon, Adidas, Puma, entre autres, à des postes assez hauts. Et aujourd'hui, je te le dis en live, on est très fiers de t'avoir. Yes. On a écouté ton podcast sur Hypebeast Radio, Business of Hype. J'ai adoré et en fait, c'est ce qui m'a fait t'ajouter sur Insta, te chercher, voir ce que tu faisais, etc. T'es vraiment un modèle pour nous, pour le coup. C'est gentil. Et merci d'être avec nous. Non, ça me fait plaisir, merci de me recevoir. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement à ceux qui ne te connaissent pas, parce que tes interviews sont en général en anglais et ça peut être une barrière pour certaines personnes. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement ta carrière, ce que tu as fait, d'où tu viens? Je suis marocain. Ouais. Mes parents ont émigré dans les années 70 avec la grande vague d'immigration nord-africaine. Et mes parents ont atterri à Lille. Ok. Donc je suis né à Lille. Et j'ai grandi à Lille dans une cité et j'ai fait des études commerciales. J'ai fait un IUT Tech de Co, après j'ai fait une école de commerce à Annecy. Ok. Et j'ai toujours voulu travailler dans le sport. Donc le sport c'était mon driver. Et, Tu fais du skate et du basket. je faisais du skateboard, du basket, j'ai joué au tennis très longtemps. Ouais. Jouer au tennis pour un mec de quartier c'est quand même un truc. Ouais, c'est un truc de Je ouf. remarque que c'est un vrai trend. Hein. On a aussi reçu un ami maintenant qui s'appelle Walé, Ouais. qui a une agence. Et pareil, le tennis a été aussi un facteur choix qui a été intéressant, enfin fait par les parents. Ouais, du mais coup, je me demande si après toutes ces années, si le tennis justement c'était pas le sport pour moi d'intégration. Ouais. Ouais. C'était le sport d'intégration, c'était aussi le sport de côtoyer d'autres populations, d'autres milieux, et je pense que je l'ai compris assez tôt. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père travaillait en usine, et le mercredi et le samedi, il faisait les jardins. Ok. Il faisait les jardins dans les grandes propriétés de Lille, où il y a les grandes fortunes, parce qu'on connaît à Lille, il y a toute l'industrie textile, mais aussi toute l'industrie de grande distribution. Ouais. Le groupe Auchan, par exemple, est à Lille. Et mon Ah ouais? ouais. Ok, moi je savais pas. Et donc le mercredi et le samedi, après les cours, j'allais avec mon père et je faisais mes 100 francs le mercredi et, Ah ouais, à l'époque. et 150 francs, et 150 francs le samedi. Ok. Donc ça me faisait 250 francs par semaine. 250 francs par semaine, ça fait quoi? Ça fait 30, 40 euros, Ouais. un peu moins même. Mais ça me faisait ma semaine, j'avais pas d'argent de poche, donc je faisais ça. Et très tôt, j'ai joué au tennis avec les enfants des propriétaires des maisons dans lesquelles on travaillait. Je Ok. me souviens, on faisait les jardins d'une maison où il y avait un terrain de tennis. Ok. Et j'allais taper la balle avec un des fils, et c'est là où j'ai appris à jouer au tennis. Ok. Est-ce que c'est là où tu as appris aussi que les relations, le networking, c'était un peu le début du networking, être pote avec les enfants d'eux? Est-ce que ça t'a un peu mis un mindset ou pas du tout? Non, je pense pas en avoir eu conscience à ce moment. Ce que je voulais, c'était sortir. En fait, la grande chance, c'est que mon père et ma mère Ouais. travaillaient dans ces maisons. Ma mère était femme de ménage dans ces maisons, Mhm. et mon père était jardinier. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit au possible. Ouais. D'accord ? Donc c'était vraiment quelque chose que je voulais atteindre. Avoir cette grande maison, ce grand jardin, ce terrain de tennis et sa piscine intérieure. J'ai vu ça Ah quand ouais, j'avais piscine 6 ans. intérieure, quoi. Oui, Ok. j'ai vu ça quand j'avais 6 ans. Et le soir, on rentrait dans notre 60 mètres carrés, dans notre HLM. Et donc, il y avait un vrai contraste. Donc, très vite, j'ai eu cette ambition d'avoir une propriété comme ça. Donc, Ok. donc je ne savais pas comment j'allais faire, Mhm. mais je savais que j'allais y arriver. Qu'est-ce que Très tu tôt. voulais avoir Ouais, ça très tôt. Et quand tu faisais le jardinage, ton père te laissait aller jouer avec les enfants du Ouais, coup parce que je travaillais pas tout le temps. Ok. Je travaillais pas tout le temps. Il y a des choses. Enfin, j'ai touché ma première tondeuse à gazon quand j'avais 13 ans. Ouais.
Avant, j'avais pas trop le droit, je ramassais les feuilles. Ouais, ok. Je ramassais les feuilles. Dangereux. Voilà. Et, parce que mon père voulait vraiment m'inculquer les valeurs du travail vraiment très tôt. Ouais. Et j'espère que les services vont pas intervenir, mais en tout cas, il voulait m'inculquer l'effort vraiment très tôt. Et surtout, je pense que le message de mes parents, c'était va falloir que tu travailles à l'école pour pas que tu te retrouves à ramasser les feuilles des gens. Ah ouais, donc c'était très tôt. Du coup, l'école a compté très très fort pour tes parents? L'école, c'était la priorité. L'école et le sport. C'était la priorité parce que c'était deux axes qui évitaient de traîner dans les rues. C'est-à-dire que quand tu es dans un club de sport, j'étais dans un club de tennis, ensuite j'étais dans un club de basketball, ça te remplit ton agenda. Ouais. Tu vois, t'es pas là en train de zoner en bas du quartier avec les potes, même si c'était mes potes en bas du quartier. Hein. Mais ça m'a vachement occupé. Et puis mes parents, ils étaient derrière l'école tous les jours. Tous les jours, on me demandait si j'avais une note. Tous les jours, on me demandait ce que j'avais fait. Tu vois. Et donc mes parents étaient vraiment impliqués sans comprendre, parce que mes parents lisent pas et écrivent pas français, mais ils le parlent. Et je me souviens, je leur montrais mes bulletins, ils regardaient que les chiffres. Là, mais j'ai eu un beau commentaire, et on s'en fout des commentaires. C'est quoi ta note? Donc ils ont été vraiment impliqués, et je pense que ça a été aussi un facteur très important pour moi. Mais j'ai pas été très très bon à l'école. Jusqu'à mes 15-16 ans. Je voulais toujours, en anglais on dit get by, juste avoir 10. Tu vois, avoir la moyenne. Juste la moyenne. Et je me souviens un jour, mon père m'emmène dans la plus grande propriété du coin où on travaillait. Et cette personne, c'est une personne vraiment influente dans la grande distribution française. Et qui est dans les journaux, etc. Je ne vais pas le citer. Et c'était un modèle pour moi. C'était vraiment un modèle. C'était modèle de la ville aussi, non? Il était connu partout en ville. Ouais, il était connu partout, même il est connu encore en France. Il est encore très connu en France. Et c'était toujours été mon rêve de le rencontrer, parce que c'est un patron de grande distribution. On peut faire le rapprochement avec la grande distribution dans le Nord. Je pense que les gens vont trouver. Et mon père me dit, écoute, aujourd'hui il est là, il n'est pas en déplacement, donc tu vas le rencontrer. Profites-en pour lui poser des questions, etc. Donc, la veille, je prépare mes questions et je voulais faire un stage d'entreprise avec lui. Donc j'étais vraiment très excité. Et je me dis, c'est l'opportunité de ta vie, un rêve. Et donc je commence à tondre ma pelouse, etc. Et je savais qu'il allait arriver à un moment donné pour dire bonjour. Et donc je le vois arriver. Puis j'éteins la tondeuse. C'était ça le geste, j'éteins la tondeuse. Et je le vois arriver vers moi. Il me serre la main, il se présente, il me demande comment je m'appelle, et il me dit et là il me dit tu fais vraiment du très bon travail, tu vas être vraiment un très bon jardinier. Ah ouais. Et là ça te coupe. Et donc là ça me coupe, c'est-à-dire que je suis même pas dans l'opportunité j'ai perdu ma chance de lui poser quelques questions parce que il me voit. Il t'a réduit à ça. Il m'a réduit à être jardinier. Moi, je respecte tous les jardiniers parce que je pense que c'est un métier vraiment difficile, mais vraiment un très beau métier. Respect pour tous les jardiniers. Respect. Mais mon ambition, elle n'était pas d'être jardinier. Et l'ambition de mon père, c'était surtout pas de travailler dehors. Mon père, ce qu'il voulait, c'est juste que je travaille dans un bureau avec un chauffage. Et donc, il m'a coupé tout élan d'excitation. Et j'ai été bloqué, et puis il est tout de suite parti. C'est-à-dire qu'il a dit, tu vas être un très grand jardinier, et puis il est parti. Il a été voir mon père, il a salué, il est reparti. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, la seule chose qui vaut en moi, c'est d'être jardinier. Il ne m'a pas posé de questions, quelles études je faisais, ce que je voulais faire, etc. Ils s'en foutaient, en fait. Ouais, ils s'en foutaient complètement. Et là, je me suis dit, ok, en fait, tu peux compter que sur toi-même. Tu peux compter que sur toi-même. Et cette notion de network que tu évoquais plus tôt, mon ambition, c'était pas de créer un network avec lui parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Mais pour moi, c'était créer une relation émotionnelle avec lui. Et mon rêve, c'était qu'il me prenne sous son aile. Ouais, bah oui, c'est ça. Tu vois, mentor, stage, mentor, etc. Enfin, non. Ça n'a pas marché. Voilà. Et donc, je me suis promis que j'allais acheter sa maison. Depuis ce moment. Et je pense que c'est mon driver encore aujourd'hui.
Maintenant, je peux acheter sa maison, mais je ne vais pas l'acheter, mais je pourrais. Et donc voilà, ouais, c'était un moteur. Et c'était un déclenchement aussi où j'ai beaucoup plus travaillé à l'école, j'ai beaucoup plus... j'ai peaufiné même mon objectif de carrière, peaufiné dans les grandes lignes, je savais pas trop. Dès ce moment-là. Ouais, dès ce moment-là. Quand je suis rentré chez moi le soir même, j'étais un peu déprimé et là je me suis dit ok. C'est fini. Ouais, c'est fini là. C'est marrant parce que dans tous les gens qu'on interviewe, il y a toujours cette transition en fait de être moyen à aller tendre vers l'excellence. Et en fait, c'est quand tu as ce déclencheur qui se met en place, tout change, même dans tes choix et dans ta façon de travailler dans ces choix-là. Donc c'est super intéressant. Le truc que je voulais dire, c'est que quel que soit finalement ce déclencheur, là par exemple, ça a été c'est deux visions différentes. On prend ta vision, toi, à 14 ans, qui dit je dois saisir cette opportunité, je travaille pour, et tu as sa vision à lui qui est je passe tu vois, ma journée et j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je lui dis bonjour, et je continue, tu vois. Mais ce que ça a créé chez toi, ce qui est énorme, c'est ça crée ce shift où tu t'es dit ok, je vais passer de average, en gros en cours, à excellent. Voilà. Et quand tu commences à travailler et réfléchir en termes d'excellence, généralement toutes les portes s'ouvrent beaucoup plus vite, plus facilement. Non, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais surtout, ce que j'ai développé et ce que je fais énormément de mentorship. Ouais. Mentorship gratuitement. Je fais même du consulting gratuitement pour certaines marques, pour certaines personnes, parce que j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi. Donc aujourd'hui, je suis dans une position où je peux le faire. Donc je compte pas mon temps pour ça. Donc, et ça, c'est parce que tu as vécu ce truc-là à 15 ans, du mec qui t'a calculé comme un patron calculerait le fils de son jardinier, alors qu'il aurait pu faire peut-être plus, mais toi, de ta vision, tu t'es dit, putain, il m'a décalculé en gros, il faut que je prouve que je peux faire plus et que je peux être quelqu'un de plus, de considéré. Bien sûr, et il y a un truc important, c'est que la maison, elle donnait sur le golf. D'accord ? Sur son golf ? Non, sur le golf, t'as le golf et t'as plusieurs maisons tout autour. Et je me suis mis au golf à 18 ans. Ah, tu t'es mis au golf aussi ? Je me suis mis au golf. Et en fait, ça a été un moteur pour moi sur tellement de choses que je me suis dit, il n'y a plus personne qui va me parler comme ça. C'est l'ego, ça, pour le coup. Ouais, et l'ego, c'est pas forcément négatif. Hein. Non, bien sûr. L'ego, il est négatif quand c'est vraiment trop centré sur toi. Mais comme un boxeur, t'as pas envie de te faire battre. Donc tu vas donner toute l'énergie que tu peux pour y arriver. Et donc c'était prouver à moi-même que je pouvais y arriver. Après, il n'y a pas de limite dans ça, mais il faut justement trouver sa limite et de savoir quand s'arrêter, parce que tu peux aller vraiment très loin comme ça. Et du coup, comment tu rentres dans le sport, dans tout ce qui est équipementier, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que je fais mon IUT Tech Deco à Lille. J'ai voulu faire ça aussi à un moment. C'est vrai. IUT Tech Deco à Cergy. Et je crois que mon dossier n'était pas assez bon. Mais... pas assez bon. Et, moi, j'avais beaucoup travaillé pour pas assez travaillé. Donc, je fais l'IUT Tech Deco et j'ai un premier stage dans une boîte de marketing à Lille. Et le stage, je l'ai eu parce que le fils du patron, on était en cours ensemble. Et donc, il me dit, écoute, viens, mon père, il cherche un stagiaire et tu peux lui envoyer ton CV et il va te prendre. Donc j'y vais. Pareil, ça c'est aussi du networking, etc. Organique. Mais du networking, à ce moment-là, il n'est pas dirigé. On est potes. Quand tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, t'es potes. Tu ne réfléchis pas en termes de network. Et donc je fais mon stage là-bas. Je fais une première étude, c'est un stage de 6 mois. Et le patron vient me voir et me dit, écoute, on a Conforama qui veut faire une étude d'implantation en Turquie. Donc ils veulent se développer sur les marchés proches de l'Europe. Et la Turquie, c'est leur numéro 1. Et on voudrait que tu fasses une étude de marché sur le white goods et le brown goods. Ce sont donc les frigos, les micro-waves, les micro-ondes et l'ameublement. Je connais rien. D'accord. Je suis jamais allé en Turquie. D'accord. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais turc. Et là que je commence mon étude. Je me souviens, je suis venu à Paris plusieurs fois au Centre français du commerce extérieur parce qu'ils publient des études. Et dès que je venais, quasiment tous les 15 jours,
pour étudier le marché. Et il y avait des études justement sur la Turquie et sur ce marché-là. J'avais pas les budgets pour acheter l'étude parce que c'est des bottins les études. Hein. Donc j'y allais et je recopiais les études. Je recopiais les chiffres, etc. Mais à la main? À la main, ouais. À la main, je recopiais. Et après, je retranscrivais parce que je pouvais pas être au CFCE et bien sûr. Et ensuite, on m'a envoyé à Istanbul pendant 3 semaines. Trop cool. C'est lourd ça déjà. Donc c'était mon premier. J'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Et c'était ma première étude de marché. En Turquie, ils ne parlent pas anglais. D'accord. Je te parle d'un temps que moins de 20 ans, je ne peux pas connaître. Dans mon quartier, il y a un Turc. D'accord. Erkan, je me souviens, son nom c'est Erkan. Et je dis Erkan, je dois aller à Istanbul, je te paye ton billet d'avion, tu viens avec moi et tu es mon guide. Non, à 19 ans. À 19 ans. Et donc on est parti à Istanbul, je rentre à Lille, je finis l'étude. J'ai un project manager qui finalise le projet avec moi, donc j'ai fait une étude de 300 pages. Hein. Ah, c'est un vrai truc. Ouais, c'est un vrai truc. Hein. Et on était. Et puis le client, enfin l'agence a présenté au client à Conforama. Et ils ont ouvert presque 5 ou 6 ans plus tard leur première boutique, pas sous le nom Conforama, mais ils ont fait une joint venture avec d'autres distributeurs. Maintenant, je suis à Istanbul quasiment une fois par mois parce que j'ai des partenaires. Je travaille sur plusieurs trucs à Istanbul. Et presque 20 ans après, je vois le travail que j'ai fait. C'est vraiment mon premier vrai job. Mon premier projet. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du marketing, je veux faire d'études d'implantation, je veux faire de la recherche. Et voilà. Il y avait un autre facteur qui était important, et je le disais plus tôt, mes parents étaient vachement stricts. D'accord, c'est-à-dire qu'ils ont une éducation, ils m'ont éduqué, et c'est ce qui me fait aujourd'hui, hyper carré. D'accord, tu ne débordes pas. Et donc ensuite, je savais que l'IUT, ça allait pas être la fin de mes études, bien que cette agence m'ait proposé un job après. Hein. Dit, non, je veux faire beaucoup plus. Faut aller plus loin. Et donc en fait, je vais pour faire une école de commerce, et il y a une école de commerce à Annecy, et une école de commerce à Bordeaux. Pourquoi ces 2 écoles? Parce qu'à Annecy, il y a toute l'industrie du ski, du snowboard qui est implantée, et à Bordeaux, Biarritz, toute l'industrie du surf. Et moi, j'étais vraiment skateboard, surfing, snowboard, etc. C'était vraiment mon truc. Et l'une des meilleures écoles, elle est aussi à Lille. D'accord. Donc, j'ai envoyé mon dossier à Annecy, j'ai envoyé mon dossier à Bordeaux, mais je ne l'ai pas envoyé à Lille. J'ai dit à mes parents que je l'avais envoyé à Lille, mais je ne l'ai pas envoyé à Lille parce que je ne voulais pas rester. Il fallait que je prenne mon envol. Et j'ai été pris aux 2. J'ai finalement choisi Annecy. Et je suis parti à Annecy. Pareil, premier appart étudiant, nouvelle école. Là, tu te rends compte qu'en fait, tu rencontres des gens qui viennent de toute la France, même de l'étranger. Donc, c'est ma première expérience franco-internationale. Et j'ai vraiment aimé. J'arrive à Annecy, j'arrive à l'école et il y a 2 stages. Il y a le stage de première année qui est de 4 mois et le stage de deuxième année qui est de 6 mois. Quand tu es en école de commerce, le stage, c'est le truc le plus important. D'accord, tu ne peux pas te planter sur le stage parce que c'est ce qui va te donner ton ouverture après l'école. Donc, Salomon, qui est la plus grande marque de ski et d'outdoor en France, même en Europe, l'une des plus grandes du moins, ils offrent un stage par an à cette université. D'accord, un stage. Donc, tu arrives à Annecy, la moitié, c'est des locaux, c'est-à-dire qu'ils ont grandi sur des skis. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, ils rêvent déjà à l'école de ski, ils ont fait tous leurs flocons, toutes leurs classes de neige, etc. Moi, ça faisait 2 ans que je faisais du snowboard. D'accord. Et sur les 500 étudiants qu'on était, peut-être 150 ont postulé sur ce stage. Et sur ces 150 qui ont postulé sur le stage, personne n'a postulé comme j'ai postulé. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas uniquement envoyé mon CV et une lettre de motivation, j'ai envoyé un dossier de comment j'évaluais la mission qu'ils proposaient et comment j'allais le mettre en place. Donc j'ai fait une 30aine de pages sur ma vision de la marque, qu'est-ce que je pense que je peux apporter et comment je peux être effectif direct. Day one, premier jour. Et donc ils ont fait une 20aine d'entretiens. Sur les 150, ils en ont vu 20 et j'ai eu le stage. Ouf, lourd. Ouais, et donc pour un mec qui vient de Lille, qui vient pas des montagnes, hein, chez nous c'est plat, hein, d'avoir le stage,
Chez Salomon, il n'y en avait qu'un. Hein. Ouais. C'était assez incroyable. Et ça m'a lancé ma carrière dans le sport. Ok. Le stage, c'était 4 mois, j'ai passé 6 mois. Et c'était le lancement d'un nouveau ski. C'était la nouvelle technologie à l'époque, c'est double spatule. Je vois, en avant, en arrière. oui. Ça s'appelle le ski T90, je crois que c'était en 99. Et donc j'ai adoré. Enfin, je me suis dit, c'est bon. Donc là, tu as compris que tu as été piqué. Voilà, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. La différence, par exemple, quand je suis chez Salomon, je suis différent de tout le monde. Parce que j'ai un background complètement différent. Ils ont tous le même background là-bas. Ils ont tous un lien avec le ski, où leur grand-père il était un grand champion, ou lui il a un resto à Chamonix. Ils ont tous Et moi j'arrive et j'apporte un point de vue qui est différent. Je viens d'un quartier, c'est-à-dire que j'ai un ton, pas un ton de voix, mais j'ai une façon d'approcher les choses qui est complètement différente. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait toujours la différence. Tu vois, même encore aujourd'hui. Même aujourd'hui ? Ouais, je pense qu'encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui sont issus de l'immigration ou les gens qui sont dans des quartiers, ils ont une vision disruptive dans ce cadre. Ouais. D'accord ? Et je pense qu'on va oser plus de choses, on va dire les choses différemment. Sans parler d'agressivité, mais juste dans le ton de l'approche, c'est différent. On voit les choses différemment. Je pense que ça, c'est une vraie force. Je pense que beaucoup le voient pas, mais c'est une vraie force. Et un jour, je rentre chez moi et il y a un documentaire sur Arte ou je sais plus quoi, sur la Coupe du Monde 98. Ouais. Et ils ont fait un parallèle entre Adidas et Nike, comment ces deux marques ont géré la Coupe du Monde 98. Okay. D'accord ? Ils ont suivi l'équipe de France et ils ont suivi l'équipe du Brésil. D'accord ? Mais c'était behind the scene. Comment le patron du marketing d'Adidas France et le patron du marketing de Nike a géré la Coupe du Monde. Et là, je me dis, c'est ça que je veux faire. Ah ouais. Donc le lendemain, je vais pas au bureau. Je dis que je suis malade. Et je fais mon CV. Je prépare ma lettre de motivation. Je fais un espèce de book de tout ce que j'ai fait. Et je l'envoie à Nike, Adidas et Puma. Tu avais déjà les contacts ou tu as trouvé ça comment? Non, j'ai trouvé ça sur leur site, etc. Il y avait Internet, il n'y avait pas Instagram, il y avait Internet. Et donc je l'envoie, je récupère le directeur des ressources humaines sur les 3 boîtes, je l'envoie. Première lettre, Puma. Merci pour votre candidature. Malheureusement, on n'avait pas de job là. Ok, Puma. C'était une candidature spontanée du coup. Ouais, c'était une candidature spontanée. Je reçois une lettre d'Adidas et ils veulent que je vienne à Strasbourg pour les rencontrer. D'accord ? Donc le siège d'Adidas France est à Strasbourg. Donc je vais à Strasbourg, je les rencontre et ça clique. Direct, ça match. Ça match direct. Et je rentre chez moi. Et j'attendais la réponse d'Adidas. Mais je sentais qu'il y a un truc qui allait se faire. Ouais. Je rentre chez moi, je reçois la lettre de Nike. D'accord ? Pour un entretien ? Pour un entretien. Ok. Donc... C'était des lettres à l'époque en plus. C'était des lettres. Donc les lettres, t'attends. Attends. Donc je reçois la réponse d'Adidas. Et ensuite, 2 jours après, je devais aller chez Nike. Okay. Donc je reçois la lettre d'Adidas avec une offre. Je dis, je vais pas chez Nike. En plus, il faut se remettre. On est quasiment en 99. La France, elle gagne la Coupe du Monde. Tout est Adidas. Moi, je veux être chez Adidas. Ah oui. Je veux être dans l'équipe de Zidane. Zinedine. Je veux être dans l'équipe de Zinedine. Donc, je me retrouve chez Adidas. Et le job qu'on me propose, c'était merchandising pour l'accessoire. Et l'accessoire, c'est les chaussettes, les sacs et tout ce qui est headwear. Les casquettes, etc., etc. Et donc ça m'excitait pas trop le job. Ça m'excitait pas trop. Je m'occupais de surfeurs à Hawaï et en Australie. Et donc là, je vais m'occuper d'une catégorie la plus petite de l'entreprise. D'accord ? C'est trois types de produits. 3 types de produits, c'est un chiffre important, mais c'est pas un focus. D'accord ? Mais je me suis dit, c'est ta clé d'entrée. Ouais, bien sûr. Donc je le fais et ça marche vraiment bien. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu mets en place Je mets en place
je mets en place les collections, je fais la présentation aux collections, je travaille avec les commerciaux pour vendre l'accessoire différemment, etc. Et ça se passe bien. Et surtout, c'est une catégorie sans pression, donc tu as le temps de rencontrer les gens. Donc, et aussi, c'est la première fois que je suis dans le grand bain d'une grosse corporation. Donc c'est à Strasbourg, ça c'est à Strasbourg. C'est là où tu vois comment ça structure. Voilà, je commence à comprendre la structure. Et donc ma manager à l'époque vient me voir, elle me dit écoute, ça se passe bien au bout de 6 mois, ça se passe bien, j'aimerais bien que tu me fasses une liste de vœux de ce que tu voudrais faire après. Ce qui est génial chez Adidas, chez Nike, chez Puma, c'est qu'ils te créent un plan de carrière. C'est-à-dire qu'ils ne te laissent pas végéter. Quand ils voient quelqu'un avec du potentiel, ils vont pas le planter, d'accord ? Donc on me demande ce que je veux faire, et la seule catégorie que je veux faire, c'est le tennis. Ah, parce que tu étais fan de tennis aussi. Fan de tennis, et surtout, historiquement, Adidas, c'est le partenaire de Roland Garros. Ça veut dire que si je m'occupe du tennis, je vais pouvoir me poser dans la loge Adidas au cours central pendant 15 jours, avec les athlètes, etc. Donc, tu te souviens quand j'étais jardinier et que je jouais au tennis? Ah, c'était le... Et moi, je passais tous mes examens et je regardais Roland Garros en même temps. Et je me dis, c'est le rêve. Là, je vais m'en occuper. Donc, je lui dis, elle m'a demandé une liste de 3, je lui ai donné qu'une. Le tennis. Le tennis, le tennis et le tennis. D'accord, c'est ça que je veux faire. Et par chance, le mec du tennis pose sa démission. Putain, mais non, il y a un truc. Il y a un truc. À chaque fois, je sais pas si tu leur parles, est-ce que tu arrives à leur dire ouais, vas-y, pars. Non. Mais j'étais vraiment pote avec Lionel, qui s'occupait du tennis. Et il savait que je voulais le faire, et il vient me voir et me dit Yassine, je vais partir, ma copine est à Paris, je vais rentrer à Paris, je vais te placer et tu récupères. Parce que lui, l'avantage pour lui, c'est qu'on pouvait faire une transition hyper smooth. Simple, bien sûr. Hyper smooth. Et donc, 7-8 mois après être rentré chez Adidas France, je m'occupe du tennis. Trop fort. C'est important les bonnes relations au travail, du coup, parce que là, j'ai l'impression que tous ceux avec qui tu as échangé et du coup, dont tu as pris la place, j'ai l'impression que les gens t'aimaient bien. Mais je pense que les bonnes relations, elles ne sont pas uniquement dans le travail. Moi, j'ai une personnalité qui passe ou qui passe pas avec les gens, mais je ne m'adapte pas aux gens. Si tu es un grand artiste américain ou si tu es un patron ou un CEO d'une boîte ou nous, moi c'est high level pour tout le monde. C'est-à-dire que je ne suis pas impressionné par personne. Donc surtout que quand j'étais plus jeune, j'ai vu un des plus grands CEO de la distribution qui me regardait bas, je me suis dit ça jamais ça arrivera. Jamais ça arrivera. Donc non, la bonne relation c'est vraiment avec tout le monde, quoi. Donc, le mec, il t'a fait une passe en or quand même. Ouais, il m'a fait une passe en or. Il m'a fait une passe en or. Une passe en profondeur. Mais en même temps, je le méritais, le job. Je ne l'ai pas volé. Oui, mais s'il n'était pas parti. Ah bah ouais, s'il n'était pas parti, j'aurais attendu. Parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc, j'arrive dans le job. Et le tennis Adidas, à l'époque, c'est polo blanc, short blanc, chaussettes blanches, basket blanche. D'accord ? Moi, je viens d'un quartier. J'ai travaillé dans skate, surf, et mon modèle tennis, c'était André Agassi. D'accord ? Le short en jean, le rose, le vert, le jaune, le bandeau sur la tête. Pour moi, c'était disruptif. Et je pense que Adidas avait besoin de ça. Et donc quand tu travailles dans un marché, tu vas souvent à l'international et tu travailles avec les équipes internationales pour développer des gammes pour ton marché. Et très vite, j'ai noué d'amitié et de sympathie avec l'équipe internationale et je leur ai dit, voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse, il faudrait qu'on crée une gamme plus edgy. D'accord ? Donc c'est là où tu commences justement à initier cette idée de brand builder, se dire ok, j'ai une vision pour la marque, exactement. Voilà ce que je vois. Exactement. Donc je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me donner quelques SKU ? C'est quoi les SKU ? C'est un article. D'accord ? Un t-shirt, c'est un SKU. D'accord ? Une basket, c'est un SKU. Et je dis, j'ai besoin de 5-6 SKU pour développer une capsule et je voudrais la développer avec Novak Djokovic. Énorme. Et on la vend en France. Avec Novak Djokovic ? Avec Novak Djokovic, juste en test. Et ils me disent, ok, why not ? Il y avait un truc qui était important, c'est que je m'occupais du plus gros client européen qui est Decathlon. D'accord ? C'était mon client. D'accord ? Et Decathlon, c'est un gros faiseur de tennis. Et donc, je commence à développer la collection.
et ça check. Direct. Ouais, ça check direct. Donc Decathlon l'achète entièrement, tête de gondole, etc. La capsule. Hein. La capsule, Okay. on met en marketing et ça se vend très bien. C'est en exclu chez eux ou c'était aussi ailleurs? Non, c'était chez les tennis spécialistes Okay. et chez Decathlon. Ok. Et on l'a lancé pendant la période pré-Roland Garros. Ah oui, donc ça a vraiment bien marché. Et donc l'international, au bout d'un an et demi chez Adidas en France, l'international me propose de venir au global en Allemagne. Donc là, je déménage en Allemagne pour m'occuper du tennis. Ok, donc juste pour reprendre, ils ont vent de toi à travers cette première opération. Derrière, t'en fais d'autres? Non, j'en fais qu'une. Tu fais qu'une, mais elle cartonne. Et donc, pour être clair, c'est là où tu as pu vraiment illustrer ta vision, finalement. Et ce que tu as pu voir, c'est qu'il y a un crack, là, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'a pas été fait et dont Adidas a besoin. Fraîcheur. Ouais. Un côté un peu disruptif pour le tennis. Le global te remarque, tu bouges, Allemagne. Ouais, on bouge en Allemagne. Je me souviens, on avait des discussions avec ma famille, est-ce qu'on va en Allemagne, etc. L'Allemagne, ça fait un peu peur. Hein. Tu avais déjà eu des enfants à ce moment-là? Tout petit, ouais. Okay. J'avais ma fille. Prendre ça en compte aussi, ma fille avait 1 an et demi okay. et ma deuxième venait de naître. Ok. Donc on se posait vraiment la question, est-ce qu'on est allé ou pas? À l'époque, ma femme me dit, mais on y va, on se pose même pas de questions. Donc on est parti. Okay. Et donc là, je me vois. Mais tu parlais pas allemand? Non, on parle pas allemand, toujours pas d'ailleurs. Mais parlait bien anglais. On parle bien anglais. Et donc, je me vois projeté responsable du tennis pour le monde sur la partie footwear, qui est la partie la plus importante. Et donc là, j'ai une équipe de design. C'est à quel âge ça? 23, 24. C'est jeune. Ouais. Mais tu sais que moi j'étais encore à l'école. Ouais. et donc je me vois projeté là, et là je sens que rien n'est impossible. Parce que j'ai une équipe de design, j'ai des budgets, j'ai accès aux joueurs, et là je me dis c'est bon, on enchaîne. Tu vas t'amuser. Et donc là, ce que je fais, c'est que je me lie avec Novak Djokovic et on fait sa première signature show. Attends.